Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle séance de lecture dans L'hiver des hommes de Dan Morris. Alors ma première essai s'est terminée quand même super rapidement, j'étais un petit peu déçu. C'est un livre post-apocalyptique. Nous nous baladons donc autour de la Méditerranée et dans un paysage verglacé. Ma petite feuille de personnage avec mes compétences et je suis rendu au deuxième essai. Donc c'est la première approche. Je m'aperçois qu'il ne faut pas faire d'erreur dans ce bouquin et a priori être assez prudent. Donc je vais pas reprendre au début évidemment. Donc je reprends mon personnage et pour ce deuxième essai, j'ai décidé de me reprendre. Alors je suis en week-end, mais j'ai quand même pris mon petit matériel de lecture. Donc je vais reprendre au 349. Découvrant une autre corniche où ne se trouve pas de cadavre, vous la débarrassez de la neige qui la recouvre et vous vous installez pour la nuit. Bosch jette un coup d'œil dubitatif le long de la paroi pierreuse. Alors je vous rappelle qu'on est accompagné de Bosch, un personnage rencontré à l'auberge qui a tout de suite proposé de nous accompagner. C'est suspect, mais on va essayer de ne pas être seul dans ce périple, c'est peut-être plus prudent. Donc nous tombons sur des espèces de cadavres verglacés, on suspecte quelque chose, mais rien de plus. Et moi, avec mon personnage, je n'ai ni PES, ni parodoxie pour peut-être modifier de façon, on va dire, paranormale les éléments. Je reprends. Ça donne un peu l'impression de dormir dans un cimetière, observe-t-il. Vous ne pouvez que hausser les épaules. Essaie de ne pas y penser. Ici, au moins, nous sommes à l'abri du vent et des prédateurs. Je me demande, tandis que la faible lumière du jour laisse la place à la nuit, des flots de neige se déversent à travers le col. Le bruit fait penser au hurlement d'une banshee. Blotti dans votre veste, vous essayez de trouver le sommeil. Puis vous entendez le bruit distinct de pas dans la neige. Quelqu'un approche. Si vous maîtrisez la PES, c'est-à-dire qu'il y a un sens qui vous permet de détecter le danger à l'aide de votre esprit, rendez-vous au 392. Si vous avez la connaissance, je n'ai pas, je vérifie, non, j'ai pas. Rendez-vous au 413. Si vous n'avez aucun des deux, vous pouvez bondir à l'attaque. Rendez-vous au 433. Donc moi, je vais bondir à l'attaque au lieu d'attendre là où je suis, ce qui m'a coûté cher. Donc rendez-vous au 433. Alors, si vous maîtrisez le tir et avez un pistolet barrissal chargé, rendez-vous au 68. Si vous voulez utiliser la roublardise, rendez-vous au 24. Si vous employez l'astuce, rendez-vous au 46. Si vous n'avez aucune de ces compétences, rendez-vous au 2. Alors, on le sait, malheureusement, le 2, c'est game over. Donc, j'ai un pistolet barrissal chargé, mais je vais essayer d'économiser une munition puisqu'on me propose l'astuce. J'ai l'astuce sur ma feuille de personnage, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je vais modifier un petit peu ma caméra parce que je ne suis pas super à l'aise. Hop, comme ceci. Donc l'astuce, ça sera le 46. Saisissant des poignées de neige, vous en saupoudrez vos vêtements et votre visage. Le froid mord votre peau, mais vous ignorez ce désagrément. Arrachant quelques stalactites au rebord qui surplombent la corniche, vous les placez ensuite sous votre capuche, en face de votre visage, et vous adoptez ensuite une pose rigide. Vous semblez désormais être l'un des corps gelés qui longent le mur du col. Bosch n'est pas rapide à comprendre. « Qu'est-ce que tu fais » demande-t-il. « Avance, idiot » lui sifflez-vous du coin de la bouche. « Tu es là pas » Il hésite, puis descend de la corniche et disparaît de votre vue le long du col. Peu après, la mystérieuse silhouette passe près de l'endroit où vous êtes accroupi. Vous distinguez un scintillement doré sous sa capuche lorsqu'elle jette un regard vers le haut, puis elle se hâte de suivre Bosch. Vous bondissez derrière elle et d'un coup brutal asséné avec une pierre, vous l'étendez dans la neige. Rendez-vous au
90. Est-ce que c'est mort? Demande Bosch. Vous arrachez une stalactite du surplomb et l'enfoncez profondément dans la tête grotesquement bouffie. La créature est traversée d'un spasme, puis cesse de bouger. Maintenant, oui. Vous retournez le corps pour l'inspecter et vous trouvez presque submergé par une vague de nausée. Et vous trouvez presque submergé par une vague de nausée. C'est la chose la plus répugnante que vous ayez jamais vue. Un corps maigre et difforme, surmonté d'une énorme tête rose mauve. Le visage ne consiste qu'en un épais pédoncule aboutissant à l'œil cyclopéen dont l'éclat est désormais voilé par la mort. Le crâne est couvert de minuscules orifices ressemblant à des orbites écarquillées. Savait-elle à respirer? S'agissait-il d'organes sensoriels? C'est impossible à déterminer. Bosch vous rejoint devant le cadavre. C'est un mutant. Vous hochez la tête. C'est certain, mais un mutant de quelle espèce? Si vous suivez les traces laissées par la créature jusqu'à sa tanière avant que la neige ne les recouvre, rendez-vous au 134. Si vous attendez l'aube où vous êtes, rendez-vous au 310. On va explorer la tanière, bien sûr, au 134. J'espère que je ne vais pas tomber sur toute la famille, par contre. La tanière de la créature se révèle être une grotte à l'extrémité du col. À l'intérieur, vous découvrez un feu alimenté par de la tourbe. Tout autour, des os humains et de grands animaux sont éparpillés. Il semble que la créature piégeait ses proies par hypnose et les laissait mourir de froid. Lorsqu'elle avait besoin de viande fraîche, elle allait chercher l'un des cadavres gelés le long du col. Une méthode efficace, bien que peu ragoûtante. La guerre du paradoxe a provoqué l'apparition de nombreuses mutations étranges de ce genre. Bosch laisse échapper un cri de dégoût involontaire qu'il déguise aussitôt en un rire nerveux. Il vient de découvrir les rejetons de la créature. Elles ont des têtes disproportionnées ressemblant à des pommes de terre avariées, des corps rabougris et un œil hypnotique pas plus grand qu'une bille jaune à l'extrémité d'un pédoncule embryonnaire. Ravissant petit monstre. Si vous voulez les tuer, rendez-vous au 156. Sinon, rendez-vous au 178. Ça me paraît être des créatures fort dangereuses, je préfère les tuer. 156. Avec une grimace, vous envoyez les petites gorgones dans les flammes. Elles émettent un son strident qui se prolonge longtemps après leur mort, sans doute sous l'effet de l'air s'échappant par leur cavité respiratoire. C'était peut-être les seuls membres d'une espèce nouvelle et unique, proteste Bosch. Est-ce que tu te sens fier d'avoir commis un génocide? Étant donné que chacun d'entre eux serait devenu un monstre mangeur d'hommes, oui. Répliquez-vous. Vous commencez sérieusement à suspecter Bosch d'être un imbécile. Refusant d'en discuter davantage, vous fouillez la grotte. Rendez-vous au 178. J'espère qu'on va être récompensé. N'oublions pas que je suis commerçant dans l'âme. Éparpillé parmi les dépouilles des victimes de la Gorgone, vous découvrez plusieurs objets. Une carte d'identification, un chargeur de pistolet barrissal, une lampe torche et des lunettes polarisées. Bosch vous montre les lunettes et plaisante. Elles ne devaient pas beaucoup servir à notre ami à un œil, hein? Il insiste pour que vous partagiez les objets également, mais vous laisse choisir le premier. Ajoutez 2 des objets ci-dessus à vos possessions. Vous passez une nuit raisonnablement confortable dans la caverne et vous remettez en route le lendemain matin. Je respire. Cette vidéo, je craignais de mourir encore après 3-4 paragraphes, ça aurait été quand même désagréable. Rendez-vous au 199. Donc je vais noter 2 objets. Qu'est-ce que je choisis?
Alors j'ai déjà un chargeur de pistolet Barissal avec 6 charges, donc je ne vais pas le prendre. La carte d'identification. Les lunettes polarisées me plaisent bien dans un univers glacé. Ça me plaît. Donc je vais prendre la carte d'identification et les lunettes polarisées. Espérons que ça soit le bon choix. Lunettes polarisées et carte d'identification en plus de mon pistolet. Rendez-vous au 199. Le crépuscule tombe sur le 10e jour depuis votre départ de l'auberge étrusque lorsque vous arrivez finalement en vue de Venise. La ville brille de mille feux sous un ciel vert de gris. Glacé et affamé, vous hâtez le pas jusqu'à ce que vous en soyez en mesure de distinguer le détail des bâtiments. D'abord les huttes temporaires où résident les chasseurs et les commerçants, puis les taudis faits de tôles ondulées et de plastique qui emplissent les rues étroites, dont certains disent qu'elles étaient autrefois des canaux. Au-dessus se dresse la masse des anciennes places, où les riches et les puissants de la cité habitent des palais renforcés par des échafaudages de bois, piteux remède contre les ravages du temps. Vous découvrez vite que le ferry pour l'Équerre n'arrive que dans 2 jours. Kyle le Boche vous dit qu'il a des amis à visiter et prévoit de vous retrouver pour prendre le ferry. En attendant, vous devez choisir où vous allez résider. Le somptueux hôtel Marco Polo vous coûtera 12 cads pour 2 nuits. L'hôtel Paradis vous coûtera 6 cads. La peu recommandable auberge du Doge vous reviendra seulement à 3 cads. Faites votre choix et soustrayez la somme d'argent appropriée. Alors, pour l'hôtel Marco Polo, on a le choix avec une carte d'identification ou sans carte d'identification. J'ai cet objet. Alors, j'ai combien de cases? D'abord, un petit gros plan sur la carte. Donc, on était dans les Alpes et là, nous arrivons à Venise. Et on me propose de prendre le bateau pour l'Équerre. Mais c'est où l'Équerre? Est-ce que c'est indiqué L'Équerre, c'est ici, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut traverser toute la Méditerranée. Ok. Alors, j'ai 40 scads. Donc, je vais en déduire 12 et je vais passer à 28. Rendez-vous au 222. Vous remarquez un homme à la réception en train de montrer une carte dorée semblable à celle que vous avez trouvée. Après l'avoir regardée, le réceptionniste conduit l'individu jusqu'au salon VIP en affichant un sourire obséquieux. Interrogeant discrètement un garçon d'hôtel, vous apprenez que le propriétaire de la carte est un membre de la société du Sextant. Ce sont des grosses légumes, ils ont toujours droit à ce qui se fait de mieux. C'est une sorte de club de voyageurs alors. Plus qu'un club, un monsieur qui résidait ici m'a raconté qu'il avait montré sa carte de la société à un voleur qui s'en était pris à lui dans la rue. Le voleur a eu tellement peur des représailles de la société du Sextant qu'il s'est enfui les mains vides. Un objet utile. Une fois parvenu à votre chambre, vous examinez la carte d'identification que vous possédez. Malheureusement, la photo holographique ne vous ressemble absolument pas. Peut-être pouvez-vous trouver un moyen de la faire modifier. Rendez-vous au 286. Au bar de l'hôtel, vous engagez la conversation avec une femme élancée, aux yeux en amande, du nom de Tadra Bey. Son accent vous apprend qu'elle est originaire d'Al-Lat, la gigantesque colonie spatiale en orbite entre la Terre et la Lune.
J'ai entendu dire que les conditions de vie sur Al-Lat sont nettement meilleures que sur la Terre. Remarquez-vous en buvant un verre de Sintash. Mais peut-être êtes-vous ici pour affaire ? Elle prend une gorgée de sa boisson. Ce que je cherche n'est disponible qu'ici. Sur Al-Lat, il est interdit de pratiquer l'ingénierie génétique de crainte que cela n'infecte la colonie après une maladie mortelle. Les seules améliorations qui peuvent être apportées au corps humain sont donc d'ordre mécanique. Votre propre corps ne semble avoir besoin d'aucune amélioration, répondez-vous poliment. Elle poursuit comme si vous n'aviez pas parlé. Une amie à moi s'est fait greffer un implant sur le nerf optique de manière à savoir l'heure qu'il est simplement en clignant des yeux. Un dysfonctionnement a rendu l'appareil perpétuellement actif de sorte qu'elle ne pouvait plus dormir à cause des chiffres lumineux qu'elle avait devant les yeux. Pire, il avançait de 3 minutes. Elle finit son verre et renvoie d'un geste le serveur qui voulait le remplir. Ici, sur Terre, le corps peut être amélioré de façon plus efficace à l'aide de rétrovirus génétiques. En fait, je cherche un homme du nom de Malanguin, qui a la réputation de faire commerce de ce genre de choses. Si vous connaissez la loi des rues et vous voulez l'aider, 307, sinon 329. Je connais la loi des rues. Je vais l'aider. Bon, pour l'instant, tant qu'on a une compétence et qu'on vous propose de vous en servir, il vaut mieux s'en servir. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Vous donnez à Trada Bey un contact qui devra lui permettre de rencontrer Malanguin. Cela va m'épargner beaucoup d'efforts, murmure-t-elle en regardant le nom et l'adresse que vous avez écrits. Brûlant soigneusement le papier à la flamme d'une bougie, elle ajoute « Sur Al-Lat, nous adhérons à un principe de réciprocité dans les affaires. Je dois vous payer pour cette information. » Vous faites un geste négatif de la main. Ce n'est pas nécessaire. « Si, répond-elle fermement, je ne tiens pas à avoir une dette envers vous. » Elle vous donne un paquet de pilules antidotes. Nous les prenons sur Terre pour nous protéger contre les toxines qui se trouvent dans l'air. Elles sont efficaces contre la plupart des maladies et des poisons. Gardez-les, j'en ai d'autres dans ma chambre. Elle se lève et quitte le bar. Notez le paquet de pilules antidotes dans vos possessions et rendez-vous au 329. Pilules antidotes. Pilules antidotes. Je rappelle qu'on n'a droit qu'à 8 objets. J'en suis déjà à 4. 329, ce n'est pas loin. Avec 1 ou 2 jours à attendre l'arrivée du ferry pour l'Équerre, vous avez le temps de faire des préparatifs pour votre aventure. Vous déambulez le long de l'esplanade, surplombant les salles de jeu des fameuses galeries du hasard. En contrebas, dans la profonde allée qui a été le canal principal, des néons agressifs et de la musique tapageuse empiètent sur la grandeur mélancolique que possède Venise pendant la nuit. Vous réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous. Si vous voulez consacrer votre temps à essayer d'entrer en contact avec Gaïa, rendez-vous au 351. Si vous voulez en découvrir plus sur le cœur de Volent, rendez-vous au 91. Si vous enquêtez sur les voyageurs qui auraient récemment disparu sur le chemin de Venise, rendez-vous au 451. Si vous cherchez des informations sur Kyle Bosch, rendez-vous au 179. Si vous essayez de faire des achats utiles pour votre voyage, rendez-vous au 350. Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout faire ? Je ne sais pas. J'ai envie de me renseigner sur Kyle Bosch. Ça me paraît évident. 179. Vous trouvez des réponses à vos questions dans un bar confortable sous le pont des Soupirs. Un groupe d'hommes rendus affables et bavards par la liqueur de Sintash qu'ils ont imbibé vous apprend tout ce que vous avez besoin de savoir. Kyle Bosch, fait l'un d'entre eux,
regardant distraitement la bruine qui tombe à l'extérieur du bar. J'ai entendu parler de lui, un voyageur et parfois un commerçant. Un commerçant grogne un autre homme, se rinçant la bouche d'une gorgée de liqueur chaude avant de poursuivre. Un parasite, plutôt. Son seul instinct est celui de la traîtrise et son seul talent, celui de l'autopréservation. Vous vous tournez vers l'homme qui vient de parler. J'en déduis que vous avez personnellement eu affaire à Cailleboche. Il hoche lentement la tête, plissant les yeux tandis qu'il rassemble ses souvenirs à travers les brumes du Sintache. Nous avons collaboré dans une opération de contrebande pour amener des fourrures à Daralbad. C'était il y a quelques années. La milice a été alertée et Bosch s'est enfui avec le bateau en m'abandonnant. Les gars de Daralbad sont des porcs. C'est comme ça que j'ai perdu ces 2 doigts, vous voyez ? Plus tard, j'ai réussi à m'échapper et j'ai découvert que Bosch avait été raconté partout que je l'avais laissé tomber. Si je savais où le trouver, j'irais immédiatement enfoncer un couteau dans son cœur de chacal. Un troisième homme intervient dans la conversation. Je ne suis pas tellement en désaccord avec mon ami ici présent, mais je suis d'avis que la personnalité de Bosch est plus complexe qu'il ne le suggère. S'il est effectivement fourbe et égocentrique, il n'a pas conscience de l'être, car c'est un homme d'une vanité telle qu'il ne se reconnaît aucun défaut. L'autre homme, remplissant de nouveau son verre, se contente de siffler comme un cygne en colère et de répéter. Ce n'est rien d'autre qu'un parasite. Si vous souhaitez révéler à cet homme ce que vous savez de l'endroit où se trouve Bosch, il vous paie 10 cads en échange de son renseignement. Effacez alors le code diamant si vous le possédez. Quelle que soit votre décision, rendez-vous au 414. Alors j'ai le choix entre me débarrasser de Bosch ou le garder avec moi. Bon, maintenant que je suis averti que c'est un traître, je le saurai. C'est important. Donc je vais le garder avec moi pour l'instant. Donc je garde le code diamant. 414. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez maintenant tenter d'entrer en contact avec Gaïa. Cherchez des informations sur la légende du cœur de volante, achetez du matériel pour votre aventure, vous renseignez sur Bosch ou essayez de savoir si des voyageurs ont récemment disparu. Si vous avez terminé tout ce que vous aviez à faire et que vous êtes prêt à partir, rendez-vous au 25. Alors, rentrer en contact avec Gaïa, ça me paraît délicat. Je vais plutôt en chercher à en savoir plus sur le cœur de Volante. Donc, ce que l'on recherche. 91. Vous reconstituez un puzzle de légendes, de superstitions et de faits historiques. Le cœur est tombé du ciel, une pierre extraterrestre qui est devenue l'objet d'une religion démente. Le culte a utilisé ses pouvoirs surnaturels pour déclencher la guerre du paradoxe. Le cœur est désormais enfoui sous les ruines de la cité de Dun-N, et celui qui le retrouvera deviendra plus puissant qu'aucun homme ne l'a jamais été. Dans ce cas, pourquoi la civilisation de Dun-N s'est-elle effondrée, demandez-vous à un chercheur de la bibliothèque. Ses dirigeants ont perdu la raison. Personne ne peut exercer un tel pouvoir et demeurer sain d'esprit. Est-ce là un fait établi ou seulement votre théorie personnelle ? Mais sa seule réponse est un sourire amusé. Si vous avez la compétence loi des rues, rendez-vous au 157. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez connaissance 414, aucun des deux, 25. Alors, ça va être 157 pour moi, puisque j'ai loi des rues. D'autres que vous s'intéressent au cœur. Un guide en cape noire, en vous entendant poser ces questions, vous suit pour vous dire. Vous n'êtes pas le premier à passer par Venise pour aller à Dun-N. La semaine dernière, il y avait Janus Gaunt,
qui engageait des guides pour traverser le désert de glace du Sahara. Et ce matin seulement, j'ai emmené une femme d'Al-Lat voir Malanguin, le génie des gènes. Elle se nommait Tadra Bey. C'était déjà une véritable Amazone et grâce aux potions de Malanguin, elle est maintenant plus qu'humaine. Intriguant. Si cet homme dit vrai, la quête de Duhaine est devenue une course. Plongez dans vos pensées, vous l'entendez à peine, vous réclamez une récompense pour ces informations. Donnez-lui un SCAD si vous le souhaitez, puis rendez-vous au 414. Bon, est-ce que je déduis un SCAD? Parce qu'il n'y a pas... Je vais lui donner un SCAD. Hein. Allez, je passe à 27. C'est pas ça qui va couler mes finances, on ne sait jamais. Rendez-vous au 414. Ah bah c'est le paragraphe d'où on vient. Donc ça va, on va pouvoir faire autre chose. Alors, on peut maintenant entrer en contact avec Gaïa, acheter du matériel ou essayer de voir si des voyageurs ont récemment disparu dans les Apennins. Alors moi, je sais que des voyageurs ont dû disparaître, forcément. Ah, ça peut peut-être me permettre de savoir qui est sur ma carte d'identification. Donc je vais aller au 451. Dans une taverne, vous entendez un ivrogne affirmer bruyamment au barman qu'il réglera son énorme note dès que son patron arrivera en ville. Rejoignant la conversation, vous apprenez que l'homme attend depuis plusieurs semaines l'arrivée de son futur employeur. Un homme un riche membre de la Société du Sextant. C'est un homme très influent, marmonne l'ivrogne, regardant le barman avec mauvaise humeur. Je n'aurai plus de soucis à me faire quand je travaillerai pour lui. Pourquoi a-t-il été retardé, demandez-vous? Le barman intervient. S'il a traversé les Apennins, il a peut-être été retardé pour de bon. Il y a des mutants dangereux dans les collines. Bah, s'esclaffe l'ivrogne. Il avait 3 gardes du corps, fidjiens, des gars super baraqués. Alors, les mutants n'auront pas faim cet hiver, règle le barman. Si vous maîtrisez la connaissance ou la loi des rues, rendez-vous au 47. Sinon, rendez-vous au 69 si vous possédez une carte d'identification et au 414 sinon. Alors, on va prendre le premier choix, donc ça ne me laisse pas choix, hein, c'est d'abord le 47, puisque j'ai loi des rues, 47. Ma foi, cet univers de science-fiction est tout à fait plaisant, ça change un petit peu de l'heroic fantasy. J'adore l'heroic fantasy, c'est bien de changer de temps en temps. La Société du Sextant est une organisation internationale dont les membres sont exclusivement des riches, des puissants et des privilégiés. Les précieuses cartes dorées désignent leur porteur comme quelqu'un d'éminent, ayant accès intégral à la fortune et aux ressources considérables de la société. Bien que la société ne soit pas implantée ici à Venise, vous savez qu'elle est présente à Dar al-Bad, Byzante et L'Équerre. Si vous possédez une carte d'identification, rendez-vous au 69, sinon 414. 69. L'inconvénient de cette carte est que la photo holographique qui y figure ne vous ressemble en rien. Si vous pratiquez la roublardise, rendez-vous au 452. Sinon, vous devez soit essayer de faire modifier la photographie, soit renoncer pour le moment. Si vous voulez faire modifier la carte, c'est intéressant ça, rendez-vous au 113. Si vous connaissez la loi des rues, rendez-vous au 113 si vous connaissez la loi des rues, et au 135 dans le cas contraire. Si vous préférez réfléchir aux autres options qui s'offrent à vous, 414. 113, je connais la loi des rues, qui m'est bien utile pour ce début d'aventure. Vous trouvez bientôt quelqu'un qui puisse accomplir ce que vous désirez. Un gros homme dont le magasin est encombré d'outils et d'appareils anciens. Guidant son laser de la main, il apporte quelques adroites modifications à l'image jusqu'à ce qu'elle vous ressemble. 5 scas, dit-il en vous l'attendant. 5 faites-vous avec une grimace.
Devenir membre de la prestigieuse Société du Sextant est généralement beaucoup plus cher que cela, observe-t-il en haussant les épaules. Vous envisagez de lui arracher la carte, mais le gros homme devine vos intentions et la tient près du rayon laser jusqu'à ce que vous le payiez. Si vous acceptez, déduisez 5 scads de votre pédoncule et notez le code PROT. Si vous refusez de payer, il détruit la carte d'identification et vous devez la rayer de vos possessions. Je vais payer. Je passe à 22 scads. Je peux maintenant aller au 414. Alors, il me reste entrer en contact avec Gaïa et puis acheter du matériel. Donc je vais essayer d'entrer en contact avec Gaïa. On ne sait jamais. 351. Vous croisez un strip de rue qui possède 2 antiques ordinateurs portables. Lorsque vous demandez à les utiliser pour entrer en contact avec Gaïa, il vous adresse un sourire perplexe. Allumant l'un des ordinateurs, il vous montre les lignes de caractères légèrement fluorescentes qui apparaissent à l'écran. Mon métier ne consiste qu'à rédiger des lettres et des contrats. Il ne relève pas de l'informatique. J'utilise l'ordinateur en tant que simple outil, tout comme mes prédécesseurs se servaient de tablettes d'argile, de feuilles de papyrus ou de plumes d'oie. Vous examinez l'équipement. Il doit y avoir des périphériques permettant de les relier au réseau informatique mondial. Là, ce n'est pas une prise de modem? Le scribe siffle entre ses dents. Sans doute, mais j'ai entendu parler d'un homme qui s'est connecté à Gaïa et dont l'ordinateur n'a plus jamais rien fait ensuite qu'afficher des successions de nombres premiers. Je préférerais encore m'infecter moi-même avec la peste bubonique. Si vous maîtrisez la cybernétique, 265, sinon 372. Je ne maîtrise pas la cybernétique malheureusement, ça sera 372. Vous êtes accosté par un des guides locaux en manteau noir qu'on appelle les Gondos. Je vous ai entendu parler de Gaïa, vous dit-il. À l'extérieur de la ville se trouve un vieil abri avec beaucoup d'ordinateurs et d'autres appareils du passé. Il est abandonné et les gens disent qu'il est hanté. Je vous y conduirai pour 1 ou 2 scads. Cette mention apparemment désinvolte d'un prix se révèle, après une brève séance de marchandage, signifier exactement 3 scads. Si vous acceptez de les payer au Gondo, rendez-vous au 293, sinon 414. Je vais payer 3 scads, donc je passe à 19. 293. Tôt le lendemain, le Gondo vous retrouve à l'extérieur de votre hôtel et vous conduit à l'est de Venise. Vous laissez derrière vous les ruelles étroites et les élégants palais tombant en ruine sur leur haute plateforme de pierre pour vous engager dans le dédale de bâtiments en bois qui bordent la frontière de la ville. La route devient une bande de boue gelée, dure et glissante. Vous êtes désormais entouré par les constructions de briques et de brocs qui tiennent lieu de bidonvilles à Venise. Des masures rudimentaires dont les toits sont faits de mousse et de fibres de fer récupérées. Les habitants sont des mendiants estropiés qui vous regardent passer avec des regards craintifs. La température chute abruptement lorsque vous quittez la ville. Un vent fort se met à vous souffler dans le visage, dispersant les flocons de neige sur le terrain irrégulier. Vous poursuivez votre chemin à la suite du Gondo, la capuche serrée autour du visage, vous demandant si vous n'auriez pas mieux fait de rester au coin du feu à votre hôtel. Le Gondo s'arrête et désigne du doigt une forme blanche dans le paysage. Vous voyez une large porte de métal noir incrustée dans le flanc d'un monticule. De plus près, vous réalisez qu'il doit s'agir d'un bâtiment profondément enfoui sous la neige et la glace. La porte vous intrigue. Pour être ainsi dégagée, il faut qu'elle dispose d'un chauffage interne. Vous essayez de la pousser et découvrez bientôt qu'elle glisse sans difficulté vers le haut. Une faible clarté verte provient de l'intérieur.
Le gondot refuse de vous accompagner plus loin. C'est hanté, vous répète-t-il. C'est pour ça que même les animaux sauvages ne viennent pas s'abriter près de la porte, malgré la chaleur. Sa poltronnerie vous fait grimacer, mais ne vous empêche pas de franchir le seuil. Vous vous retrouvez dans un corridor éclairé par des lampes vertes serties dans le plafond. Les murs et le sol sont noirs. Un tintement métallique dans la pénombre vous met aussitôt en alerte. Quelque chose rôde dans l'obscurité à l'autre extrémité du couloir. Si vous maîtrisez le tir et avez un pistolet Barricade chargé, vous pourrez ouvrir le feu en vous rendant au 373. Sinon, vous pouvez battre en retraite et retourner en ville. Rendez-vous au 395 ou avancez pour mieux voir. Alors le problème, est-ce que je tire dessus sans savoir de quoi il s'agit ? Je vais ouvrir le feu, ça paraît plus prudent par rapport à ce début d'aventure. On va éviter de prendre un risque, le 373. Un rayon fulgurant déchire l'air du corridor avec un bruit strident. Vous entendez le sifflement du métal fondu et voyez quelque chose exploser en une fontaine d'étincelles. Avançant, vous découvrez un réparatech étendu sur le dos, agitant faiblement les pattes comme un cancrelat métallique écrasé. Vous ne couriez aucun danger. Il ne faisait que patrouiller le complexe à la recherche de choses à réparer, comme il devait le faire depuis des siècles. Déduisez une charge de votre pistolet Barricade, mécontent d'avoir paniqué et gaspillé un tir, vous reprenez votre progression dans le sombre dédale de tunnel. Rendez-vous 435. Merde. Alors je passe à 5. Petit coup de gomme, excusez-moi, 435. Voilà, vous ne pouvez pas savoir. Enfin, je ne pouvais pas savoir. Vous parvenez à une large pièce. Au centre se trouve une aéromobile Manta. La lumière se reflète en gouttelettes d'émeraude sur son châssis noir lustré. Vous approchant, vous voyez un réparatech dépiler ses membres de métal articulés et longer lentement la base du véhicule volant, l'examinant de temps à autre à l'aide de son antenne de diagnostic. C'est un signe encourageant. Si l'aéromobile a été régulièrement entretenue par un réparatech, il est possible qu'elle fonctionne encore. Une voix vous appelle. Surpris, vous tournez les yeux vers une arche donnant vers une pièce voisine qui semble bien éclairée. Viens ici, vous appelle à nouveau la voix, immédiatement. Si vous maîtrisez la PES, vous pouvez sonder cet endroit à la recherche d'un danger possible. Rendez-vous au 27. Sinon, vous pouvez passer dans notre pièce, rendez-vous au 5, examiner l'aéromobile de plus près, rendez-vous au 49 ou partir. Je vais examiner ce ton impératif ne me dit rien qui vaille. Je ne vais pas me rendre dans la pièce d'à côté. J'hésite quand même. Je vais quand même d'abord examiner l'aéromobile de plus près. Rendez-vous au 49. Vous touchez un cadran sur le tableau de bord. L'affichage digital montre que l'unité énergétique de l'aéromobile est toujours en état de marche. Aucun des autres instruments ne montre de dommages. Le réparatech a bien entretenu le véhicule. Il n'y a même pas une trace de poussière sur la peinture d'un noir élégant. Dans un coffre situé derrière le siège, vous trouvez de la nourriture, des médicaments et une variété d'autres objets, contenus dans des emballages scellés à vide. Ils devraient être encore utilisables, bien qu'ils datent de la période précédant l'ère glaciaire. Si vous essayez d'activer l'aéromobile et de la faire décoller de cet endroit, rendez-vous au 71. Si vous préférez vous approprier les objets utiles de coffre avant de partir, rendez-vous au 93. Les deux solutions paraissent séduisantes. Je vais essayer de faire décoller l'automobile, elle marche. Si vous possédez la compétence pilotage, rendez-vous au 115, sinon 137.
Jet pilotage. 115. C'est peut-être une bonne piste, qui sait. Vous vous installez aux commandes de l'aéromobile et touchez le bouton qui l'active. Une vibration sourde la parcourt, puis elle s'élève lentement dans les airs. Flottant à environ 1 mètre du sol, vous actionnez prudemment les propulseurs. Un jet de lumière blanc-bleu illumine le mur derrière vous tandis que l'aéromobile part comme un boulet de canon. Vous réduisez rapidement la puissance et manœuvrez adroitement vers le corridor qui mène à l'entrée. Les portières viennent heurter 1 ou 2 fois les parois, égratignant à votre grande contrariété la peinture noire immaculée. Vous devrez vous monter prudent tant que vous ne maîtriserez pas parfaitement le véhicule. Notez sur votre feuille d'aventure que vous possédez une aéromobile Manta. Elle n'est pas à prendre en compte en ce qui concerne le nombre d'objets maximal que vous pouvez transporter. Alors, aéromobile Manta. Je note. Aéromobile Manta. Bon, voilà. Je suis pas si nul. Lorsque vous émergez à l'extérieur, le Gondo vous regarde avec stupéfaction. Puis, poussant un cri, commence à courir maladroitement à travers les épaisses congères. Vous accélérez pour le rattraper. Il se jette au sol lorsque vous le surveillez dans un rugissement. Vous manœuvrez pour vous arrêter à côté de lui, mais il reste étendu et tremblant, les bras au-dessus de la tête, jusqu'à ce que vous lui disiez « Ce n'est que moi !» Il lève les yeux. « Je croyais que vous étiez un monstre volant. Vous auriez dû regarder à 2 fois avant de paniquer, dites-vous en riant. » À force d'insister, vous persuadez le Gondo de monter à bord et de s'asseoir sur le siège à côté de vous. « Il n'y a pas de toit pour protéger le cockpit ?» demande-t-il. « Apparemment pas. À l'époque où l'aéromobile Manta était d'usage courant, les gens pouvaient se promener en vêtements légers sans craindre la morsure du froid. Vous vous dirigez vers Venise. Le voyage aller vous a pris 2 heures. Le retour ne dure que quelques minutes. Si vous avez le code diamant, rendez-vous au 181. Sinon, c'est le 159. J'ai le code diamant. 181. Voulez-vous aller retrouver Kyle Bosch et lui révéler votre découverte de l'aéromobile? Si c'est le cas, rendez-vous au 203. Sinon, effacez le code diamant et rendez-vous ensuite au 159. Bon, on a choisi une voie, on va poursuivre. Donc, je vais lui révéler que j'ai une aéromobile. 181. Non, qu'est-ce que je raconte? Rendez-vous au 203. Un large sourire barre le visage de Bosch tandis qu'il regarde la voiture volante, avant de tourner vers vous et de déclarer « Quel coup de chance exceptionnel! Maintenant que nous disposons d'une Manta, le succès de notre entreprise est presque assuré. » « Notre entreprise ?» répétez-vous en haussant un sourcil. Alors, tu as bel et bien entendu le message de Gaïa à l'auberge étrusque. Il vous donne une tape chaleureuse dans le dos. Bien sûr, mais quelle importance! Nous sommes partenaires et nous partagerons également le pouvoir du cœur. Avec ce véhicule, nous n'avons plus besoin d'attendre le ferry pour les Caire. Nous pouvons nous diriger maintenant vers Du N. Rendez-vous au 159. Le jour suivant, vous quittez la ville vers le sud, survolant en Manta les plaines glacées qui descendent vers la mer intérieure. Une abondance de neige tombe d'un ciel morne chargé de nuages. Sur votre gauche, les terres ressortent comme une bande d'argent ternie dans les vagues couleur de fer. Contre les vagues couleur de fer. Une fois que vous avez laissé la côte derrière vous, vous faites monter la Manta à une altitude de 10 mètres et augmentez la vitesse. Le vent hurle autour du cockpit, mais vous êtes abrité par le panneau de pilotage. Des grilles de chauffage de part et d'autre des commandes vous assurent même un minimum de confort. La mer défile au-dessus de vous, grise comme de la fonte et encombrée de fragments de glace. Le ciel ressemble à une gigantesque moisissure.
Les heures passent. Lorsque vous approchez de l'estuaire de l'Isis, une brume s'élève pour couvrir la côte, naissant de l'endroit où le fleuve se jette dans les profondeurs glacées de la mer intérieure. Chauffées par des tuyaux submergés, les eaux de l'Isis débordent de vie. La chaleur disparaît vite lorsque le fleuve se mélange à la mer, mais l'estuaire assure néanmoins la subsistance de plusieurs villages de pêcheurs. La côte se rapproche. Vous pouvez désormais voir des bateaux éparpillés sur l'eau argentée. Des pêcheurs effrayés lèvent la tête lorsque vous passez dans un bruit perçant à seulement quelques mètres au-dessus d'eux. Vous riez. Votre véhicule doit alors apparaître comme une sorte de poisson volant démoniaque. Si vous vous dirigez vers l'équerre, rendez-vous au 247. Si vous ne souhaitez pas vous arrêter à l'équerre, mais que vous voulez visiter les pyramides voisines de Gizeh, rendez-vous au 268. Si vous vous dirigez tout droit vers Du'en, rendez-vous au 289. Alors, l'équerre. Donc, Du'en, c'est ici. Cité perdue de Du'en. Ça fait peut-être un trajet trop long pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'on visiterait les pyramides? Je vois pas trop l'intérêt pour tout vous dire. Donc l'Isis, c'est ici. On a fait quand même, je trouve, un détour. Il faut peut-être mieux recharger les batteries, je vais m'arrêter à l'équerre. Bon, les pyramides ne me disent rien qui vaille. Rendez-vous au 247. On n'est pas là pour faire du tourisme. Hein. Je vois pas pourquoi je m'arrêterai pour faire du tourisme. Vous remontez le fleuve jusqu'à ce que l'équerre apparaisse au milieu de la brume scintillante qui plane sur la surface de l'eau. Cette cité construite sur de multiples niveaux s'appuie sur de gigantesques piliers en béton pour enjamber le fleuve et dresse ses tours scintillantes vers le ciel en train de s'assombrir. Alors que vous dirigez la manta vers une porte s'ouvrant dans l'une des énormes colonnes, vous jetez un coup d'œil à l'ouest vers le Sahara. Les pyramides de Gizeh sont à demi cachées par les crépuscules et le brouillard. Au-delà s'étend l'implacable désert de glace que vous devez traverser pour atteindre votre but. Si vous avez le code diamant, 251, sinon 229. 251, c'est juste à côté. La porte de la cité est un volet métallique donnant sur un large ascenseur de chargement en bas d'une colonne creuse en béton. Ceux qui l'empruntent sont amenés au niveau inférieur des rues, 20 mètres plus haut. Vous êtes arrivé juste avant que les portes ne soient fermées pour la nuit et, alors que vous allez vous engager dans une avenue, vous croisez un homme en tenue de combat bleu et gris. Bosch le reconnaît et adopte aussitôt une attitude défiante. L'homme s'arrête et hoche la tête, un sourire détendu sur son visage mince. Kyle Bosch, est-ce que c'est ton complice du moment qui t'accompagne ou la dernière victime en date? Chaim Golgoth, toujours tueur à gage? Tant que Bosch n'a un ton de bravade, il se tourne vers vous. Cet homme gagne sa vie en assassinant les gens. Vous remarquez l'insigne que porte Golgoth à sa manche, le blason à aigle d'argent et étoile bleue de l'United States Intelligence, les services secrets américains. Même si le monde est au bord de l'effondrement, les États-Unis demeurent une puissance avec laquelle il faut compter. Si Golgoth est vraiment un assassin de l'USI, Bosch est imprudent de lui parler ainsi. Jaugeant l'homme du regard, vous voyez qu'il porte un pistolet barrissal et, ce qui vous surprend, une arbalète en acier accrochée dans son dos. Au premier regard, il paraît ouvert et amical. Sa voix
tempéré par un amusement détaché. Mais il y a quelque chose de presque glaçant dans son regard. Ses yeux sont ceux d'un homme constamment en alerte. Si vous possédez la PES et que vous voulez sonder l'esprit de Golgoth, rendez-vous au 121. Sinon, vous pouvez l'interroger sur Gisèle, rendez-vous au 337. Ou la raison pour laquelle il transporte une arbalète, ou simplement l'ignorer et vous diriger vers le cœur de la cité. Je vais l'interroger sur les pyramides, il y a peut-être quelque chose à en tirer. 337. Son regard s'étrécit brièvement tandis qu'il écoute la question. Gisèle était une base militaire à quelques kilomètres à l'ouest. Longtemps avant cela, il paraît que c'était un lieu de sépulture. De toute façon, c'est désormais abandonné et interdit d'accès. Je vous suggère de ne pas en approcher. Bosch vous saisit par le bras. Désolé, dit-il à Golgoth, mais nous avons des affaires à régler à l'équerre et je ne tiens pas à me faire trancher la gorge auparavant. Golgoth sourit. Il serait plus efficace de te couper la langue, Bosch. Rendez-vous au 358. Bosch vous entraîne avec lui, laissant échapper un sifflement entre ses dents tandis qu'il jette un coup d'œil en arrière vers Golgoth. Ce n'est pas de chance d'être tombé sur celui-là, murmure-t-il. Pourquoi est-ce qu'un agent de l'USI s'intéresserait à nous? Bosch fait la grimace. Golgoth est un électron libre. Il ne prendrait pas le temps de demander leur opinion à ses supérieurs. Est-ce que tu as entendu parler du détournement du navire de guerre l'illustre par le culte du 7e sceau il y a 2 ans? Le vice-président était à bord. Une rançon a été demandée et l'USI est intervenu. Vous vous remémorez les rumeurs imprécises et les bulletins d'information qui étaient provenus de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois me souvenir que le culte du 7e sceau a été presque complètement éradiqué. Au moins 80 tués. Ne me dis pas que Golgoth était responsable de cette opération. Responsable? Il était l'opération. Une équipe d'intervention à lui tout seul. Il s'est infiltré sous un déguisement et a successivement poignardé, empoisonné, abattu ou fait sauter tous les terroristes qui étaient à bord. Eh bien, ça a l'air assez impressionnant, hasardez-vous. Bosch secoue la tête de manière sombre. C'est un psychopathe, il adore tuer. Son badge de l'USI lui donne carte blanche pour assouvir ses perversions. Des types pareils sont mauvais, peu importe l'apparence noble qu'ils peuvent se donner. Son humeur s'améliore lorsqu'il change de sujet. Il y a des choses dont il faut maintenant que je m'occupe. Je te retrouverai demain matin au café du quartier vide, à côté du bazar. Bosch disparaît d'un pas rapide dans le brouillard, vous laissant seul. Rendez-vous au 95. Alors, avant de se rendre au 95, que je jette un œil sur la carte de ce côté-là. Alors, nous sommes donc à l'équerre, on voit Isis, la mer des roseaux, Port-Soudan au sud, la Mecque. Alors, les pyramides ne semblent pas indiquer de Gisèle sauf erreur. C'était juste pour savoir. Donc, rendez-vous au, on a dit 95. Si vous possédez une carte d'identification et que vous souhaitez l'utiliser, rendez-vous au 353. Dans le cas contraire, si vous ne l'avez pas encore fait, et si ces noms vous sont familiers, vous pouvez enquêter sur le baron Syriazis. Non, je ne connais pas. Shem Golgoth, oui. Gilgamesh, je ne connais pas. Ou le Sphinx. Si vous êtes prêts à aller dormir, rendez-vous au 311. Alors, j'ai une carte d'identification, je veux au 353. Et en plus, je l'ai fait modifier. La carte identifie son propriétaire comme un membre de la Société du Sextant, une organisation hermétique et sélective dotée de ressources considérables à travers le monde entier. La société possède un bâtiment, ici à l'équerre.
Vous tenant de l'autre côté de la rue, vous levez les yeux sur la tour de verre et d'acier qui s'élève dans le brouillard humide de l'après-midi. Dans la clarté fluorescente de l'accueil, vous pouvez voir un réceptionniste assis derrière le comptoir. Si vous avez le code Proté, je n'ai pas le code Proté, effacez-le et rendez-vous au 374. Je n'ai pas le code Proté. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez la compétence roublardise ou le code camouflage, ce n'est pas le cas non plus, rendez-vous au 396. Si vous ne répondez pas à ces conditions, mais que vous pratiquez la paradoxie, rendez-vous au 417. Si vous n'avez rien de cela, vous pouvez soit essayer de passer au bluff, rendez-vous au 436, soit renoncer à pénétrer dans le bâtiment. Je vais essayer le bluff, mais j'y crois pas trop. Vu le nombre d'options qu'il y a avant, j'y crois pas, mais enfin bon. Quelques volutes de brouillard franchissent la double porte de verre en même temps que vous. Le réceptionniste est un homme à l'air pointilleux, qui paraît minuscule comparé à l'énorme comptoir et au logo argenté de la société qui couvre le mur de marbre noir derrière lui. Il lève sur vous un regard suspicieux. « Oui, puis-je vous aider ?» Vous lui tendez la carte d'identification. « Je suis un membre de la société, lui dites-vous, un accent intentionnel de dédain dans la voix. Les membres de la société du Sextant sont riches, puissants et privilégiés. Il passe la carte dans le lecteur, presse des boutons sur la console qui lui fait face, consulte un écran lumineux. Vous le voyez froncer les sourcils. Quelque chose ne va pas ? Il vous adresse un bref sourire nerveux et vous rend la carte. Non, tout est en ordre. Des bruits de bottes résonnent soudain depuis le fond de la réception. Vous pouvotez, mais il est trop tard pour vous enfuir. Des agents de sécurité sont déployés autour de vous, leurs fusils pointés sur votre poitrine. Le chef de la sécurité est un homme dont vous reconnaissez l'espèce. Dans des époques révolues, il aurait pu entasser des gens dans des chambres à gaz ou les envoyer dans les tranchées. Il vous arrache la carte des mains, ses yeux sont comme des cailloux de glace sale. Ainsi, tu as tué un membre de la société et volé ceci. Vous commencez à protester, mais il n'écoute pas. Il fait un pas en arrière, claque des doigts, et vous êtes déchiqueté par une rafale de tir. Votre aventure s'achève ici. Je le savais. Pourquoi je l'ai fait alors que je le savais ? Parce que je suis un horrible curieux et que je crois à la chance, alors que l'auteur est plus malin que moi, donc il va falloir que... Ces 2 morts que j'aurais pu éviter, je trouve ça dommage. Je passe à mon 3e essai malheureusement. Donc je suis mort une fois dévoré et je suis mort une fois déchiqueté par les balles. De la société du Sextant. Ainsi s'achève mon deuxième essai de L'hiver des hommes, ma foi, un excellent volume, et je m'amuse comme un petit fou à lire. J'espère que vous avez profité de ma lecture, qu'elle était d'une qualité raisonnable pour vous, et je vous dis pour une prochaine fois, pour ce 3e essai, je pense que nous reprendrons à l'endroit, j'en suis même certain, je vais faire un choix différent, je ne vais pas tenter le bluff. Ciao, bonsoir et à bientôt.